merci d'être avec nous. Donc on a choisi de vous faire une petite conférence sur des technologies qui sont un peu moins connues que le Wi-Fi ou le Bluetooth. Et on a choisi de traiter ce sujet-là par l'angle des usages, et donc de vous donner des exemples concrets d'utilisation de ces technologies qui sont pas si courantes que ça, même si je pense que dans la salle vous les connaissez au moins en partie. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, d'après ce que j'ai compris, on va avancer directement sur... Est-ce que j'ai quelque chose pour... C'est tout bon. Et donc on a choisi de vous parler à la fois de Qi, qui s'écrit Qi, mais qui se dit Qi, de l'IFI, de RFID, et de NFC parce que ça se ressemble beaucoup. Et on a la chance d'avoir Benjamin, donc du coup on va parler aussi de Beacon. Et en fait, en général, on part de cette idée-là, c'est qu'on a l'idée d'un service et on se confronte à une situation où on cherche avec quelle technologie on va vouloir travailler. Et là, on a plein de systèmes et de fonctionnements qui se confrontent. Et il faut choisir avec quelle technologie on va bâtir notre service et on va bâtir la promesse qu'on veut faire à nos utilisateurs. Et dans ces cas-là, il faut revenir au basique, c'est-à-dire chercher quelque chose qui a du sens, chercher quelque chose qui crée de la valeur pour l'utilisateur final dans son utilisation du quotidien et essayer de modifier cet usage-là le moins possible. Et puis, il faut essayer que ça rapproche et que ça renforce la relation avec le client. Donc, on commence avec un premier exemple tout simple, et je pense que vous en avez entendu parler. Ikea, qui a choisi de faire des objets connectés. Alors, c'est pas tout à fait connecté, mais en tout cas, c'est nouveau. C'est Ikea qui intègre un système de rechargement à induction dans ses meubles. Et qui donc suit la tendance de... Qui a un smartphone qui se recharge par induction dans la salle, par curiosité? Pas beaucoup. On n'a que 3 personnes qui ont un smartphone qui se recharge par induction. Bon, on n'a que 3 clients pour Ikea. Mais en fait, le système, c'est tout simplement un système qui vous permet de recharger votre téléphone en le posant sur la tablette de la lampe, tout bêtement. Et un autre système qui est assez innovant, c'est le Li-Fi. Alors, tout le monde utilise le Wi-Fi au quotidien. Alors le Li-Fi, je pense que personne ne... Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé du Li-Fi dans un contexte quel qu'il soit? Non, alors le Li-Fi, c'est passer de l'Internet par la lumière. Donc, c'est utiliser la fréquence de clignotement d'une LED que nous, on ne peut pas percevoir, évidemment, mais qui permet de passer de l'information, qui peut permettre de passer donc l'équivalent du Wi-Fi, mais sans onde, juste avec de la lumière. La bonne nouvelle, c'est que tous les smartphones potentiellement sont compatibles, et c'est qu'une histoire de logiciel à intégrer dans le code du téléphone pour qu'il soit capable de décoder ce clignotement de lumière. Alors on l'utilise en entreprise quand il y a beaucoup de problématiques de sécurité, qu'on ne veut pas être hacké, que leurs réseaux sont très sensibles, etc. Le soir, quand on coupe la lumière, ça coupe le réseau. C'est bête, mais ça fonctionne extrêmement bien et c'est utilisé notamment au Canada dans des cabinets de consulting, etc., qui ont peur de se faire espionner. Si on n'est pas sous le faisceau de lumière, on n'a pas un gramme de réseau. Au musée, c'est utilisé aussi. C'est-à-dire que imaginez l'ancien audio guide qui est assez dérangeant sur la tête, etc. Imaginez que vous baladez avec votre smartphone au musée et que vous êtes sous un spot et que vous recevez l'information qui correspond à l'œuvre que vous regardez. Et dès que vous passez à la suivante, ça change de contenu sur votre téléphone. Alors, vous pouvez brancher vos oreillettes, écouter le contenu qui correspond, etc. Et tout ça, ça se fait juste parce que le capteur photo de votre téléphone reçoit le faisceau de lumière qui est au-dessus de l'œuvre. Les puces RFID. Qui a déjà croisé ou utilisé une puce RFID par le passé? Ok. Est-ce que c'était du NFC? Certains. Donc le RFID, c'est une petite puce qu'on croise de plus en plus souvent. Et en fait, c'est utilisé dans plein de cas. Alors, je vous en ai choisi quelques-uns qui illustrent bien le cas d'usage. Airbus, qui fabrique des pièces sur beaucoup de sites industriels. Airbus a maintenant intégré une puce NFC à chacune des étiquettes et des plaques qui fixent sur leurs produits. Voilà, cette petite étiquette-là. Et ça leur permet en fait tout simplement de suivre toutes les pièces détachées de tous les avions
celles qui sont installées, mais celles qui sont en transit, etc. Et en fait, ils savent absolument à l'heure juste où sont les pièces qu'ils ont fabriquées et sur quels avions elles sont installées. Alors bon, ça ne les empêche pas d'avoir des petits soucis, surtout ces derniers temps, mais à défaut, ça leur permet quand même d'avoir une gestion de leurs ressources qui est assez impressionnante. Tout ça grâce à une petite puce qui vaut quelques centimes d'euros et qu'ils intègrent maintenant à toutes leurs pièces. Le RFID, c'est aussi utilisé dans l'agriculture. Et c'est utilisé notamment pour marquer le bétail. Et c'est utilisé, par exemple, comme il y a de plus en plus de machines à traire, par exemple, qui sont automatiques, et, au travers desquelles passe le bétail sans intervention humaine. Et ben, on intègre des puces NFC aux étiquettes qu'on pose sur notamment les oreilles des animaux pour identifier les vaches et pour savoir qu'il n'y en a pas une qui passe 2 fois. Donc c'est vraiment des cas hyper concrets sur lesquels la technologie aide dans un contexte où l'intervention humaine serait très fastidieuse et très coûteuse. Le RFID, c'est aussi utilisé chez Walmart. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'observer ça, toi, Benjamin, mais chez Walmart, ils mettent une étiquette NFC une étiquette RFID, pardon, sur tous les jeans, sur tout l'habillement. Et ça leur permet en fait de savoir en temps réel combien il reste de chaque taille de pantalon dans les magasins. Oui, j'ai pas testé malheureusement, mais effectivement j'ai entendu parler de ce projet. Et toutes les technos aujourd'hui sont complémentaires, je dirais, celles qu'on présente aujourd'hui. Et le RFID, comme le beacon, comme le LiFi, etc., sont tous très complémentaires parce qu'elles ont des caractéristiques vraiment différentes. Donc, ouais. Alors, de manière générale, de toute façon, le RFID, c'est très utilisé aussi bien dans la logistique que dans la distribution. Et ça va faire sens d'ailleurs avec ce que tu vas nous montrer ensuite. C'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par le RFID, ensuite on est passé avec du NFC, et tu vas en parler un petit peu. Et puis maintenant, on aboutit au beacon qu'on va voir juste ensuite. J'essaie de passer vite pour pouvoir vous faire tous les cas d'usage qu'on vous a sélectionnés. Alors, un usage un peu... j'allais dire rigolo, en fait, c'est pas très rigolo. Le RFID, c'est aussi utilisé, par exemple, au Mexique, pour s'implanter des puces de peur d'être kidnappé. C'est horrible, mais il y a à peu près 1000 gamins par an à qui on implante des puces RFID de peur que les enfants soient kidnappés. Au Mexique, ça a l'air d'être un vrai problème, et du coup, il y a un marché pour ça, et ça coûte... Alors, j'ai lu que ça coûtait à peu près $2000. Si ça vous intéresse, il y a des articles qui parlent de ça. Et c'est encore une fois un exemple de technologie à l'usage de cas concrets, mais c'est un peu... Voilà, on trouve vraiment, sur toutes les technos, vraiment des usages très différents. Il n'y a pas que le retail, il n'y a pas que l'événementiel, il n'y a pas que... Voilà, c'est un peu border, celui-là, mais... Il y a un peu... Voilà, il y a vraiment tous les cas d'usage qu'on pourrait imaginer. Voilà. J'ai trouvé aussi un exemple de un peu le même système. Une entreprise en Suède qui a équipé plusieurs centaines d'employés avec une puce à l'intérieur de la main qui leur permet de plus badger à la photocopieuse et à l'entrée de la société. En fait, vous passez simplement la main devant le lecteur et vous avez un capteur sous-cutané qui vous permet de faire ça. Alors, je ne sais pas exactement si ça serait bien accueilli en France, mais en Suède, donc il y a 400 personnes qui sont équipées de ça et qui ont accepté de se faire implanter une puce. Bon, si vous changez de société, par contre, c'est embêtant, vous l'avez fait pour rien et du coup, c'est compliqué. On passe donc RFID, c'est un mécanisme plutôt émissif. Là, le NFC, c'est plutôt passif, et on retrouve du NFC dans plein de choses. On retrouve évidemment dans les badges d'accès, mais dans plein d'autres systèmes. On le retrouve, j'imagine que ceux qui ont du NFC sur vos smartphones, vous l'utilisez pour appairer des appareils ensemble. Qui fait ça de manière générale avec un casque audio ou des choses comme ça? Ouais, il y en a quelques-uns. C'est aussi évidemment utilisé, on en parle beaucoup en ce moment pour payer, parce qu'on a des cartes de paiement sans contact. Par curiosité, qui a une carte sans contact dans sa poche là? Ah, là, vous êtes énorme. Bon, il y en a à peu près 200 millions en Europe. Bon, il y a une grosse concentration ici apparemment. Ouais, et puis par rapport au paiement, justement aussi, le paiement mobile via le NFC, donc directement via le téléphone, donc via son iPhone maintenant depuis peu. On peut payer via son
son iPhone via NFC. Et sur Android aussi, on peut payer. Ouais, alors on peut payer avec son téléphone et on peut même payer maintenant avec sa montre, puisque Apple a annoncé que sa montre était compatible avec le paiement NFC via l'Apple Watch. Donc si vous avez une Apple Watch et que vous êtes chanceux d'avoir une Apple Watch, vous pouvez maintenant payer sans contact avec ce système-là. On l'utilise aussi pour payer son stationnement, on l'utilise dans plein de cas d'usage de la vie de tous les jours pour se faciliter la vie. Quand c'est une tâche répétitive qu'il faut déclencher une action qu'on connaît à l'avance, on présente son téléphone devant un tag et puis tout de suite ça permet de payer. Même les trackers d'activité maintenant peuvent permettre de payer sans contact, donc c'est assez marrant. C'est-à-dire que n'importe quel objet demain vous permettra d'être un moyen de paiement si vous le décidez, et pourquoi pas les objets que vous serez amené à créer aussi dans le futur. Alors on arrive au sujet presque le plus important, qui sont les beacons, et il y a plein de cas d'usage, de beacons. Alors, spontanément, on pense aux push dans les magasins, etc. Et il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plein d'autres sujets et d'autres cas d'usage des beacons. Effectivement, il y a autant d'usages qu'il y a de secteurs. Pour faire un rappel très rapide de la techno, donc c'est un petit capteur comme ça qu'on va placer dans les espaces physiques. Il y en a d'ailleurs au Web Today aujourd'hui. Et on va pouvoir interagir avec le mobile au fait du visiteur dans une distance de 0 à 40 mètres en fonction des prototypes. Et du coup, on va pouvoir interagir sur ce mobile à travers une application. Donc dans le retail, nous, on travaille par exemple avec Darty, et ça sera avec l'application Darty qu'on va pouvoir interagir avec l'espace physique du magasin. Donc quand je vais arriver dans le rayon TV, je vais recevoir un push notification sur un produit ou une information de produit. Quand je vais arriver dans le rayon électroménager, je vais avoir une deuxième information, etc. Donc ça passe forcément par une application mobile pour interagir avec les beacons. On prend quelques cas concrets pour illustrer ça. Alors, le fonctionnement basique, c'est souvent c'est une pile, un petit émetteur, c'est du Bluetooth. C'est ça, donc les beacons sont complètement autonomes dans le sens où on n'a pas besoin de les connecter dans un réseau 3G ou Wi-Fi. On a juste à les placer dans des points clés au fait du magasin ou de l'espace physique. Elle va émettre au fait une onde Bluetooth Low Energy pour être plus précis, donc de 0 à 40 mètres. Elles sont équipées d'une petite puce Bluetooth avec une petite pile bouton qu'on peut recharger. Donc voilà, la techno est très, très simple et facile de déploiement. Et on n'est pas spammé systématiquement comme on a tendance à le penser en fait. Non, parce qu'en fait, il y a plusieurs prérogatives. La première, c'est qu'il faut une application. Donc si on n'a pas l'application du magasin, par exemple, ou de l'événement, on ne peut pas recevoir le message. Et il y a des opt-in, en fait. Dès qu'on télécharge ou on fait la mise à jour de l'application, on va avoir des opt-in du type souhaitez-vous être géolocalisé, souhaitez-vous recevoir des promotions géolocalisées, etc. Donc on avertit vraiment le consommateur qui va interagir avec l'espace physique, qui a une nouvelle expérience client qui va se mettre en place. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas de spammer le client. Pour parler de cas concrets, aujourd'hui nous on discute par exemple avec des médias de type M6 ou 20 minutes, et certains médias ne voudront pas en fait pusher du contenu, donc ne voudront pas à travers les beacons faire du push notification. Par contre, ça les intéresse de faire du retargeting, c'est-à-dire quand la personne va arriver dans le rayon frais de Carrefour, ils vont pas forcément vouloir pusher une notification à ce moment-là parce que trop intrusif pour eux. Parce que c'est pas le bon moment, parce que 20 minutes c'est un média et ils veulent pas pusher une promotion. Du coup, ils vont faire du retargeting, donc ils vont renvoyer l'information comme quoi cette personne est bien passée dans le rayon frais et ils vont la retargeter plus tard. D'accord. Donc c'est utilisé, le beacon est utilisé à la fois pour amener du trafic en magasin et puis après en magasin pour renforcer la relation client en fait. Exactement, tout est lié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on passe dans la rue, on peut être capté via le geofencing, donc via le GPS. Et justement, quand la personne, on l'attire dans le magasin via une information, une promotion, au moment où elle rentre dans le magasin, le beacon va pouvoir capter son attention à nouveau et on peut très bien mettre en place, par exemple, un programme de fidélité. En fait, à chaque fois qu'on rentre dans le magasin, la personne peut gagner des points
parce qu'on sait qu'elle est dans le magasin, on l'a captée avec le beacon à travers l'application du magasin, par exemple. Et là, on peut vraiment créer un scénario avec de la gamification. Voilà, j'ai tant de points, il me reste encore tant de points pour gagner une promotion ou gagner un produit. Donc voilà, on peut vraiment créer des nouveaux systèmes de fidélité. Alors, j'ai lu des cas d'usage un peu particuliers où on peut arriver à l'hôtel et en fait que la porte de sa chambre soit déjà ouverte. Parce qu'on a été détecté par des beacons et donc on n'a plus besoin de faire le geste d'aller ouvrir la porte, la serrure de la porte. Effectivement, on arrive, le beacon au fait nous reconnaît automatiquement, donc déloque au fait la porte d'entrée pour pouvoir entrer directement. Dans un schéma retail, il y a PayPal qui a créé un système similaire, c'est-à-dire que quand on arrive chez un commerçant, PayPal au fait nous reconnaît automatiquement et au fait ouvre notre compte PayPal directement. Donc il y a vraiment de l'automatisation qui est en train de se mettre en place. Et alors, un des grands endroits où on est perdu en général, c'est l'aéroport. Oui, j'ai été encore ce matin à l'aéroport de Lyon. Benjamin est arrivé de Lyon ce matin et il a pris l'avion à 4 heures. Et du coup, au niveau de l'aéroport, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a notamment Virgin Atlantic qui a mis beaucoup de choses en place pour du guidage, de la géolocalisation d'un terminal à un autre pour guider dans l'aéroport. Il y a aussi du check-in automatique. Donc j'arrive dans l'aéroport, je suis automatiquement checké et on me donne automatiquement mes informations qui correspondent à mon voyage, à ma réservation. Ok. Tu m'as dit aussi que pour le principe d'identifier quel était mon vol, etc., ça jouait pas mal. En fait, il y a beaucoup d'usages en fait, dans l'aéroport finalement. Oui, voilà, là on en a cité deux, c'est-à-dire le guidage, la géolocalisation d'un point A à un point B dans l'aéroport, le fait d'envoyer directement les informations de mon vol quand j'arrive à l'aéroport, mais aussi de l'information purement informative, on va dire. C'est-à-dire j'arrive au moment où on doit checker au niveau du pass de sécurité, et là on m'envoie des informations du type vous devez avoir tel ou tel produit dans votre sac, et ces produits ne sont pas, par exemple, autorisés dans votre sac à l'intérieur de l'avion. Donc voilà, il peut y avoir vraiment de l'information client pure et dure, quoi. Alors, un des exemples les plus chouettes, c'est celui qu'on a derrière nous, c'est l'exemple de Nivea qui a fait un truc assez chouette au Brésil il y a quelques mois, qui est proposé dans un magazine, un système qui intègre du beacon pour surveiller ses enfants. C'est ça ? Ce qui est intéressant, c'est que ça a été développé dans le cadre d'une campagne de communication. Et là, on pouvait déchirer effectivement un beacon sur une page de pub. Et l'idée, c'était qu'à chaque fois que l'enfant, avec ce petit bracelet, s'éloignait de l'application des parents, ça envoyait une alerte au fait sur le téléphone, comme quoi l'enfant avait dépassé les 20 mètres et était en danger, entre guillemets. Donc voilà, on peut vraiment aller sur des applications purement de communication et d'intérêt. Et bien sûr, on peut boire des bières avec des beacons. Et effectivement, il faut boire des bières, c'est bien connu, avec des beacons, et un burger, évidemment. Alors, effectivement, le retail, c'est le gros du beacon, en tout cas, c'est ce qui revient le plus souvent. Les Apple Store aux États-Unis ont mis en place le système, notamment, pas pour faire des deals ou des promotions, mais vraiment pour informer le client quand il arrive et l'aider, au fait, dans son acte d'achat. Donc, c'est-à-dire... voilà, si vous avez besoin d'un conseiller, si vous avez besoin de faire un paiement, voici comment ça se passe. Donc c'est vraiment de l'information. Il y a Massy et American Eagle qui ont mis en place cette solution, qui sont des cas assez connus. Alors là, ils font vraiment du couponing, de la promotion, de la fidélisation, exactement comme ceci. Donc voilà, en fonction des acteurs, il y en a qui parient vraiment sur le côté information, il y en a qui parient vraiment sur le côté fidélisation, gamification, ou sur les promotions. Ça dépend des objectifs. Et en France, on a des cas déjà d'usage déployé de beacon ? En France, on a des cas en retail. Nous, on a Darty avec qui on travaille aujourd'hui. On a Monoprix qui le teste. Il y a Carrefour qui le teste également. Donc, en retail, il commence à y avoir beaucoup d'exemples. Et en événementiel également, il y a aussi beaucoup d'exemples. On est dans les temps ? Mais vous êtes parfaits, messieurs. Super. Eh ben, Merci beaucoup. On prend une question ou même pas ? Mais allons-y. On peut prendre une question s'il y a des questions. Une question. On va vous passer le micro, monsieur. Le prix d'un beacon. Quel est le prix d'un beacon ?
Alors le prix d'un beacon va dépendre du fabricant, mais généralement pour un beacon, il faut compter entre 25 et 30 euros. Voilà. Mais le beacon qu'il y avait dans la page du magazine, chaque magazine avait un beacon de 25 euros Alors, à déchirer. Je pense que là, pour le beacon du magazine, il y avait un effet d'échelle, du coup ils avaient un prix, je pense, assez abordable. Bon, là il était gratuit évidemment dans le magazine. Donc après, on peut faire des beacons de manière en volume, avec, voilà, enfin, avec un coût par beacon très faible, quoi. Mais vraiment là, si on achète un beacon là aujourd'hui, ça coûtera entre 25 et 30 euros, quoi. Ça marche. Une deuxième et dernière question. Deuxième et dernière question, ou pas? Ouais. On en a une. Allez-y, on va la répéter, on va faire comme ça. Alors, comme on désactive le Bluetooth assez souvent sur notre téléphone pour sauver la batterie, est-ce que ça ne limite pas un peu le système du beacon? Alors, complètement. Après, nous, on met en place des pare-feux. C'est-à-dire que dans l'application, on peut très bien faire un opt-in. Votre Bluetooth n'est pas activé. Souhaitez-vous l'activer? On ne l'active pas par défaut. On demande toujours à l'utilisateur d'activer ou pas son Bluetooth. Après, c'est vraiment des mentalités qui sont en train de changer. L'activation du Bluetooth va être de plus en plus utilisée. D'ailleurs, les constructeurs jouent le jeu. Apple l'active par défaut maintenant dans ses mises à jour, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas 100% du parc qui active son Bluetooth. Aux États-Unis, on voit que c'est beaucoup plus avancé déjà. Et en France, ça va arriver. Donc on est assez confiant par rapport à ça. Et quand on explique comment ça fonctionne, etc., les gens commencent à laisser petit à petit le Bluetooth activé. Geoffrey, Benjamin, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon, dans les allées, pour discuter avec vous? Oui, bien sûr. Il y a même une application dédiée Web2Day. Partez pas tout de suite, il y a une bonne info. Que les gens peuvent télécharger au fait pour tester normalement les beacons sur place. Et si qui vous voulez s'appelle tester les beacons, On la trouve où, votre appli? Alors, il faut télécharger, il faut aller sur une URL. Voilà, j.mp/w majuscule 2day, comme le Web2Day. Une dernière fois, s'il vous plaît. j.mp/w majuscule 2day, comme le Web2Day. Et ça permet de faire quoi? Et ça permet de tester les beacons. C'est un système que Benjamin a installé. Ça permet de tester les beacons. Ça permet de télécharger une l'enceinte application sur iOS ou Android pour tester le beacon. Donc c'est vraiment un prototype qu'on a mis très rapidement en place là, pour essayer de faire des petites démos. Voilà. Oui, bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y, vous pouvez les applaudir.